Bon début d'après-midi à tous, ici Patricia Charbonneau et vous êtes présentement sur les ondes de Radio UQAM pour les nouvelles d'après-midi. En manchette aujourd'hui, l'astronaute québécois David Saint-Jacques effectue sa première sortie dans l'espace. Les infirmières boycottent comme prévu les heures supplémentaires obligatoires et Justin Trudeau poursuit Andrew Scheer pour diffamation dans l'affaire SNC-Lavalin. Une première aujourd'hui pour l'astronaute David Saint-Jacques qui effectue en ce moment même sa première sortie dans l'espace. Un reportage de Marguerite Morin. Le Québécois David Saint-Jacques, en compagnie de l'astronaute américaine Anne McClain, procède à l'heure actuelle à des travaux d'entretien à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Il s'agit d'une sortie extravéhiculaire de grande envergure où plusieurs petites tâches qui nécessitent beaucoup de déplacements autour de la station ont été regroupées. Les deux astronautes doivent notamment préparer le terrain pour un remplacement d'une pile défectueuse, en plus de brancher des câbles établissant une connexion sans fil dans une nouvelle section de la station, ce qui établira un circuit d'alimentation électrique de rechange pour le bras canadien. Il s'agit de la première sortie de M. Saint-Jacques depuis son arrivée à bord de la station internationale depuis le 3 décembre dernier. Bien que ce soit la première excursion extravéhiculaire de l'astronaute canadien, il s'agit aussi de la première sortie hors de la station pour un Canadien depuis maintenant 12 ans. David Saint-Jacques devient ainsi le 4e Canadien après Chris Hadfield, Steve McLean et Dave Williams à vivre cette expérience. Pour ce qui est de la suite, David Saint-Jacques devrait rester comme prévu à la Station spatiale internationale jusqu'au 25 juin 2019. C'était Marguerite Morin à Montréal. Les infirmières se mobilisent aujourd'hui contre le temps supplémentaire obligatoire. La grève des infirmières a débuté depuis minuit ce matin. Les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé contestent l'obligation de faire des heures supplémentaires suivant leur quart de travail régulier. Malgré la grève annoncée, le tribunal administratif du travail a ordonné vendredi aux infirmières d'effectuer toute heure supplémentaire obligatoire. Celles-ci n'envisagent pas de prolonger leurs chiffres à moins qu'il soit question de situations urgentes et exceptionnelles. Pour l'instant, les employeurs ont réussi à trouver des remplaçants pour combler les horaires du corps de nuit, a affirmé Jean-Bernard Chrétien, conseiller syndical de la FIQ. La grève n'a donc eu jusqu'à présent aucun impact. Une nouvelle histoire en lien avec l'affaire SNC-Lavalin est sortie hier lorsque Andrew Scheer a annoncé avoir reçu une mise en demeure de la part du premier ministre Trudeau. Un reportage d'Alexandra Lauzon. Une poursuite en diffamation guette le chef du Parti conservateur du Canada pour avoir affirmé que Justin Trudeau s'est ingéré dans les procédures judiciaires contre la firme d'ingénierie montréalaise. Il a dévoilé dimanche les détails de la lettre qu'il a reçue de la part de l'avocat du premier ministre Julian Porter. Pour Andrew Scheer, cette démarche est une tactique d'intimidation dans le but de faire taire les conservateurs qui désirent une enquête indépendante dans l'affaire SNC-Lavalin. Il estime également que cette poursuite l'empêcherait de remplir son devoir de chef de l'opposition. Il a également mentionné en conférence de presse, et je cite, « Voilà ce que fait Justin Trudeau quand on lui tient tête, il nous menace ». Même s'il soupçonne que Trudeau bluffe, Scheer défie Trudeau de donner suite à ses démarches afin qu'il puisse être soumis à un interrogatoire préalable et qu'il témoigne sous serment lors d'une audience publique. Le cabinet du premier ministre a déclaré dans un communiqué que les propos tenus par Andrew Scheer étaient diffamatoires et répétitifs. Celui-ci avait également été avisé que des conséquences pourraient s'appliquer. C'était Alexandra Lauzon à Ottawa. Les amateurs de sport pourraient être ne plus en mesure de regarder leur match préféré sur la chaîne TVA Sport. Québecor menace de couper aux abonnés Télé de Bell l'accès à la chaîne sportive en raison d'une plainte commerciale déposée vers la fin du mois de février. En effet, l'entreprise québécoise estime que l'exclusion de TVA Sport du principal forfait télé de Bell lui coûte des abonnés et des revenus publicitaires. La chaîne accumule effectivement des pertes depuis son lancement en 2011. Il s'agit d'un déficit de 152,7 millions de dollars. Le samedi soir 6 avril, durant le dernier match de la saison du Canadien, le diffuseur a introduit un message en surimpression. On pouvait y lire « Abonné de Bell, Bell a décidé de vous pénaliser ». Le signal de TVA Sport sera suspendu dans les prochains jours. Le message a également été vu ce dimanche soir lors de l'émission La Voix à TVA. Plusieurs enfants sont non couverts par la RAMQ, qui est la Régie d'assurance maladie du Québec, en raison du statut d'immigration de leurs parents. Certains d'entre eux doivent donc vivre avec des problèmes de santé importants sans avoir recours à de l'aide médicale. Voici mon reportage sur le sujet. Votre enfant fait des infections urinaires à répétition. Mais puisque vous êtes dans l'incapacité de payer la consultation et les antibiotiques, il est désormais aux prises avec une insuffisance rénale.
Voici le genre de situation auquel plusieurs parents possédant un statut d'immigration irrégulier font face. Le gouvernement fédéral paie les frais de santé des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Le problème est plutôt au niveau des familles qui sont arrivées légalement au pays avec un visa, aujourd'hui à terme. Souvent, on leur promet un délai pour la demande de résidence permanente, mais c'est beaucoup plus long que prévu et leurs enfants nés au Québec ne sont donc pas couverts par la RAMQ. Les frais médicaux sont excessivement chers et majorés de plus de 200 %. Pour vous donner un aperçu, un accouchement sans complications coûte entre 9 000 et 17 000 $. La clinique gratuite de projet Migrants de médecins du monde Canada est composée de médecins bénévoles qui soignent les familles immigrantes. Le docteur Samir Shahim Hussein qualifie la situation de stress toxique pour les familles. Il estime qu'on limite la chance aux enfants de grandir sans trouble de développement en chargeant aux parents des frais astronomiques. Il spécifie que les enfants n'ont pas choisi l'endroit où ils sont nés et qu'ils n'ont pas à en subir les conséquences. Fanny Dagenet est directrice de l'Observatoire de Tout-Petit, un organisme qui s'est donné pour mission d'assurer le bien-être des enfants de 0 à 5 ans. Elle pense que pour régler la situation, le Québec pourrait s'inspirer de la procédure pour l'éducation et l'appliquer au domaine de la santé. Présentement, tous les enfants qui habitent régulièrement au Québec ont le droit à l'école publique gratuite, peu importe leur statut d'immigration. C'était Patricia Charbonneau, à Montréal. Marianne, l'inauguration du Technopôle en réadaptation pédiatrique du CHU Sainte-Justine a eu lieu aujourd'hui. Oui, érigé sur le site du Centre de réadaptation Marie-Enfant situé dans l'est de l'île de Montréal, le Technopôle est un gain important à ce qui a trait à l'innovation. Les soins offerts seront à la fine pointe de la technologie et ils permettront aux enfants souffrant d'handicap physique d'acquérir beaucoup plus d'autonomie. À ce sujet, je vous laisse entendre la ministre Mélanie Joly. L'objectif de ce pôle d'excellence en innovation est de réinventer la réadaptation par la mise en commun des talents et des travaux de recherche collaboratifs. C'est donc les étudiants, les professeurs et les chercheurs qui vont travailler ensemble dans les meilleures installations qui soient et qui pourront effectuer la meilleure recherche. Le projet a pris 18 mois avant d'être prêt. Il présente un investissement de 31 millions de $. Et quelle serait la clientèle cible du Technopôle? Ça pourrait être des enfants qui ont des besoins particuliers à la suite d'un accident ou d'une maladie qui les laisse avec de graves séquelles physiques. On peut aussi y retrouver des patients souffrant de paralysie cérébrale, par exemple. D'ailleurs, l'arrivée du Technopôle est importante puisque les locaux en réadaptation devenaient exigus. Je vous laisse entendre les explications de Caroline Barbire, la présidente directrice générale du CHU Sainte-Justine. Je pense que cette technopôle d'innovation va nous permettre d'allier encore plus la clinique et la recherche avec le concours de l'industrie. Donc, de permettre aux gens de réfléchir ensemble dans un univers et un espace de co-création. Comme on le sait, plusieurs infirmières ont refusé de faire du temps supplémentaire obligatoire. Puisque la ministre de la Santé, Danielle Mécan, était présente, a-t-elle profité de cette tribune pour réagir aux demandes des infirmières? Oui, la ministre a voulu se faire rassurante en disant que son gouvernement voulait tout faire pour abolir de telles mesures. La journée d'aujourd'hui va faire la démonstration que c'est possible. Nos PDG, nos établissements veulent changer complètement cette situation. Merci, Marianne. Un golfeur canadien a fait ses preuves sur le gazon de l'Open du Texas à San Antonio hier. L'Ontarien Corey Connors crée la surprise à l'Omnium Valero du Texas en remportant son premier titre du circuit de la PGA. Le golfeur a remis une carte de 66-6 pour montrer un pointage cumulatif de -20, devançant ainsi par 2 coups l'Américain Charlie Hoffman, anciennement sacré champion sur ce même circuit. Grâce à cette victoire, Connors décroche sa qualification pour le prestigieux tournoi du Masters d'Augusta, première épreuve du Grand Chelem de l'année qui débutera jeudi prochain. Ce matin a eu lieu la première médiatique du film Passeport vers l'univers et de l'exposition Femmes d'impact qui seront présentées au planétarium Rio Tinto Alcan. Annie Saint-Jacques, en quoi consistent ces deux œuvres? En fait, Patricia, les deux présentations tracent le portrait de l'histoire et de l'évolution en mettant de l'avant la place des femmes dans le domaine des sciences.
Passeport vers l'univers est un film immersif présenté en 360 degrés à l'intérieur d'un dôme. L'expérience nous présente les dernières découvertes du domaine de la science à travers un voyage observable dans l'univers. Le complexe muséal Espace pour la vie qui regroupe le biodôme, l'insectarium, le jardin botanique ainsi que le planétarium a produit une version francophone de celle produite par le Musée d'histoire naturelle à New York en 2005. Certaines découvertes de 2018 ont été ajoutées au film original. Dans la version anglophone, la narration est réalisée par l'acteur Tom Hanks, mais c'est la grande actrice Anne Dorval qui nous raconte l'étendue du cosmos dans cette nouvelle production. Je vous laisse entendre un extrait de la représentation. Ici Anne Dorval. Ce que vous allez voir n'est pas une fantaisie d'artiste, mais une carte tridimensionnelle réaliste de l'univers, calculée et dessinée avec soin à partir des meilleures données astronomiques. Avant d'entreprendre notre voyage, je dois passer en revue la liste de contrôle pré-départ. Est-ce qu'il y a une raison derrière la narration féminine? Effectivement, le directeur d'Espace pour la vie, Charles-Mathieu Brunel, a expliqué que le choix d'une narration féminine a été fait afin de mieux intégrer les femmes qui sont toujours sous-représentées dans le domaine des sciences. 2 chiffres. Le premier, c'est 28%. 28%, c'est le nombre de femmes dans les domaines qu'on appelle les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. 28%. Et ça, c'est la moyenne dans le monde. Et au Canada, savez-vous combien il y en a ? 20%. Et pourtant, on est un pays du G8. 20%. On est inférieur à la moyenne mondiale alors qu'on n'a aucune raison de l'être. Et puis, est-ce qu'il y a un lien entre le film et l'exposition Femmes d'impact? Oui, toujours dans le but d'éclairer le travail des femmes en sciences, l'exposition Femmes d'impact présente des photographies de cratères sur la Lune qui ont été nommées en l'honneur de celle-ci. Bettina Forget, artiste des arts visuels, galériste et chercheur, a d'ailleurs expliqué ses motivations face à son travail. Femmes d'impact, c'est inspiré par mes activités comme amateur astronome. Une nuit, quand j'ai regardé la Lune avec mon télescope, j'ai regardé tous les cratères. Je m'interrogeais, mais tous les noms des cratères portent les noms. Et ce sont des noms des grands hommes comme Galilée, et Kepler et Copernic. Je me demandais combien entre les cratères sont nommés d'après les femmes. Sur les 1575 cratères trouvés sur la Lune, seulement 30 d'entre eux ont été nommés en l'honneur des femmes, ce qui représente seulement 1,9%. Chaque cratère est le résultat d'un impact, d'un éclatement de la paisible surface lunaire. Chaque dessin souligne ici l'impact qu'ont eu ces 30 femmes, soulève Bettina Forget. Les curieux pourront visionner le film immersif Passeport vers l'univers ainsi que l'exposition Femmes d'impact dès le 11 avril prochain jusqu'en décembre 2019 au Planétarium Rio Tinto Alcan. Très intéressant, Annie. Merci d'avoir été des nôtres pour votre bulletin d'après-midi. C'était Patricia Charbonneau, en direct de Radio UQAM.